La verticale du voyage. Que l'on traverse les frontières d'un territoire ou que l'on se tienne arrimé à sa table d'écriture. La verticale du voyage ne se tient-elle pas dans la traversée, ou du moins dans la tentative de traverser de ses propres frontières? Jusqu'où et par quelle stratégie elle peut se réaliser et reprendre corps dans l'écriture? Ainsi, de multiples verticales se dessinent là où commence le voyage de l'auditeur à travers les expériences et les livres des écrivains présents ce soir. Ces livres, qui constituent leur chemin d'écriture, sauront sans nul doute éclairer nos propres frontières. Peut-être que le titre de la verticale du voyage englobe tout cela. Bonsoir à tous. Merci infiniment à Anne Ghisoli et son équipe à la librairie Gallimard de nous accueillir comme chaque fois. Un grand merci Anne, vraiment. Ce soir, nous allons parler de la verticale du voyage. Il n'est bien sûr pas seulement question du voyage en kilomètres ou en géographie, c'est une plongée dans l'épaisseur de soi, dans l'épaisseur du monde, et jusqu'à cette zone où l'on sent la pression monter parce qu'on approche de quelque chose de dur, d'obstiné et de non négociable. Cette forme d'absolu que nous avons tous en nous, voilà. Et nous avons de grands voyageurs intérieurs, des voyageurs géographiques aussi, mais c'est pas tellement les kilomètres qui comptent. Nous avons la chance d'avoir Elisabeth Barillet, Marc Bourriche, Agnès Clancier, Valère-Marie Marchand et Pierre Perrin. Et voilà, merci à tous d'être là et nous allons commencer. Un grand, grand merci. Alors, je vais commencer par une question à tous. Qu'est-ce que partir en quelque sorte? Je commence par vous, Marc. Je dirais qu'en préambule, on ne sait pas pourquoi on part. On se donne des excuses, on a des bons prétextes pour se rassurer, pour rassurer l'entourage. En fait, on ne sait pas pourquoi on part. On sait seulement qu'il faut partir. Et puis, au cours du voyage ou après le voyage, on comprend non pas pourquoi on est parti, mais ce qu'on avait besoin d'apprendre pour continuer le grand voyage de la traversée de l'existence. Ensuite, je dirais que les voyages qu'on fait à 20 ans et ceux qu'on fait quand on a atteint l'âge limite où on peut encore lire Tintin, ce qui est mon cas, 77, c'est pas du tout les mêmes voyages, hein. Pas du tout les mêmes. À 20 ans, on voyage pour connaître le monde et pour se connaître. À 77, mon dernier voyage date du mois dernier, on voyage pour mieux aimer le monde et pour mieux s'aimer soi-même. Donc c'est très différent. Je vais poser la question à Elisabeth Barillet. Qu'est-ce que partir? Alors moi je suis très très mauvaise pour répondre aux questions, c'est pour ça que peut-être que j'écris, parce que je n'ai que des questions et très très peu de réponses. Et c'est vrai que dans mes livres il y a beaucoup de points d'interrogation. J'ai un peu de mal à répondre. Qu'est-ce que partir? C'est répondre à une nécessité mystérieuse. Agnès? C'est quand même souvent une fuite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut fuir en voyageant. Et c'est aussi ajouter de la vie à la vie. Pour moi, voyager, c'est la même chose que la littérature. Ça permet à la fois de s'évader et d'être traversé par des émotions, par d'autres vies que la sienne, d'approcher la complexité du monde. Et ça, je trouve qu'il n'y a que la littérature qui le permet. Et le voyage, oui, ça permet de densifier la vie, enfin, comme les livres, de l'augmenter, oui. Ça la rend plus intense, les souvenirs ne sont pas les mêmes. Et on n'a pas du tout le même genre de souvenirs. Valère? N'étant pas une grande voyageuse, mais dans moi, partir, c'est réfléchir un petit peu quand même. C'est poser ses bagages, c'est d'être... Je pense à Jean Anouilh, un voyageur sans bagages. Et puis je pense, c'est le cycle de la vie, le départ. On est tous sur le départ. On a tous un souffle qui nous pousse et qui fait qu'on ne peut pas faire marche arrière. Donc partir, c'est la vie. C'est la vie pour moi. Et je pense à ces mots d'Italo Calvino. Partir, ça serait peut-être cet échantillon de possibilités romanesques. Voilà, Italo Calvino que j'aime beaucoup. Mais comme je suis toujours fourrée dans ma bibliothèque, je ne suis pas le meilleur exemple pour vous répondre. Donc je passe aussitôt la parole à Pierre. Partir pour moi, c'est revenir le plus tôt possible parce que j'ai abandonné trop de choses, trop de monde.
Donc l'intérêt, c'est le retour. Voilà, je suis un sédentaire endurci. Ouais, j'ai beaucoup... Même un casanier, puisque j'ai longtemps habité Chassagne, en fait de Rome, je n'étais que casanier. Voilà, c'est tout jeune. En tout cas, on reviendra sur vos voyages qui sont intenses quand même, Pierre. Voilà. Oui, par le de Montaigne. Est-ce que je vais veux dire juste une petite chose, répondre à par rapport aux sédentaires et par rapport... On peut évidemment, on n'a pas besoin de partir, on peut partir en sortant de chez soi. En plus, on a la chance d'habiter dans une ville qui contient des milliers de mondes, qui contient des milliers d'autres vies que la sienne. Alors c'est vrai qu'il y a une exaltation quand on voilà, mais partir, c'est voilà, ça peut être derrière. Vous voyez, il ne faut pas sacraliser le voyage lointain. Parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas voyager. Et c'est vrai que quand je fais des rencontres autour d'un, je vois que des personnes qui sont frustrées ou qui me disent oh, j'aimerais bien. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi bien insister, comme vous le faites, sur les voyages qui sont autour de chez soi ou dans la verticalité, comme vous l'avez dit, afin de ne pas frustrer des personnes qui veulent dire ah, j'ai pas voyagé dans ma vie, ah toi quelle chance. C'est pas non plus la panacée, le voyage lointain. Hein. C'est plutôt soi-même le regard qu'on peut porter sur ce qui nous entoure. Voilà. Merci. Valère, je vais commencer par vous, si vous l'acceptez. Alors, vous écrivez, vous chroniquez, vous faites de la radio, vous dessinez. Comment qualifiez-vous ces voyages? Parce que c'est quand même à chaque fois un voyage. Alors, j'ai démarré ma vie d'écriture, qui commence à être un tout petit peu longue par la calligraphie. J'étais l'une des rares journalistes, je pense, peut-être la seule, à avoir une rubrique sur la calligraphie, ce qui était hautement improbable dans les années 90. Donc j'ai beaucoup écrit sur le mystère des écritures, sur les idéogrammes, sur le trait. Et il se trouve, c'était pour un magazine qui s'appelait Plume, hein, et on me propose une rubrique sur la calligraphie, et moi-même je faisais, comme je suis fille de peintre, du dessin à la plume. Donc je suis une fille de l'encre et du papier. Et le voyage, tout se rejoint, c'est pas vraiment du voyage, c'est la complémentarité de la vie, c'est la nourriture de la vie. J'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui est le journalisme, qui me permet de vivre. Je vis de mon écriture journalistique, et je fais un métier qui me plaît, de rencontres. Et la vie, elle est comme ça, c'est un jeu de questions-réponses. Alors justement, je vais passer à vos livres. Vous avez plusieurs livres, bien sûr, vous en avez écrit plusieurs, dont les alphabets de l'oubli. Vous parliez tout à l'heure de la... Qu'est-ce qu'on perd quand une écriture meurt? On perd beaucoup, et beaucoup de langues aussi non écrites sont en train de mourir à l'heure où nous nous parlons. On perd beaucoup, on perd sa mémoire. Les alphabets de l'oubli, que j'avais dédicacé d'ailleurs à ma mère qui est peintre, parce que c'est la mémoire écrite, parce que c'est la mémoire du trait. Et puis moi j'étais bêtement fascinée, je vous parlais tout à l'heure de l'idéogramme, mais il y a une fascination comme ça qui vous vient visuellement. Et le voyage commence par là pour moi aussi, c'est-à-dire je suis fascinée par un signe d'une langue étrangère. Et en écriture, maintenant avec le recul du temps, je m'aperçois que quand j'écris, j'aime être en état d'étrangeté. L'autre fois, je crois, lors de votre précédente rencontre, il y avait quelqu'un qui avait suggéré la question, c'était pour les traductions. Oui. Et j'ai l'impression, pour la première relecture, je ne me reconnais pas. Je me retraduis sans cesse, jusqu'au moment où le manuscrit va arriver à point. Mais j'ai l'impression qu'on apprend de ces différentes expériences d'écriture, d'observation. Donc pour moi, tout se rejoint, voilà. Alors, vous avez aussi une relation avec l'eau qui est extraordinaire. Beaucoup de vos livres parlent de l'eau. Ainsi, La clé des rives. C'est un livre sur la mythologie au fil de l'eau, et vous écrivez sur les eaux lustrales. Vous savez que j'ai beaucoup aimé ce livre. On les a crues sereines alors qu'elles étaient seulement en attente d'une autre vie. Et de jour en jour, les eaux lustrales aspirent à une vie sans antécédent, ou à des rires plus légers qu'un feu d'herbe. Ce voyage de l'eau mystique, n'est-ce pas?
Oui, enfin, vous savez, Jeanne, moi j'aime bien le mysticisme expérimental. Oui, je sais. J'aime la notion d'expérience. D'ailleurs, dans mon volavomatique, Justement, on va y c'est arriver. un lieu expérimental. Voilà. Alors, quand j'entends le mot croyance, eh bien, moi, ce mot ne me dit rien du tout. J'ai pas dit croyance, j'ai dit mystique. Non, mais justement, je poursuis. Le mot croyance, qu'est-ce que j'entends? C'est un mot fourre-tout. Évidemment, quand j'écris, je crois forcément à au fil du récit, mais c'est un mot qui ne signifie rien. Quand j'entends le mot prière, qu'est-ce que j'entends? J'entends le mot interrogation. Quand j'entends le mot voyage, puisque c'est là la thématique de notre rencontre, j'entends le mot métamorphose. Et quand j'entends le mot tourisme, qui est un mot que je n'aime pas du tout, j'entends le mot consommation. Et quand je vous dis tout ça, j'ai l'impression, bizarrement, de vous définir ma relation avec l'écriture. C'est de prendre un mot pour un autre. C'est de jouer une sorte de marelle interactive. Alors souvent on vous dit « Ah là 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 là, il faut être très précis », j'essaye d'être précise en écriture. Mais je crois que le déclic, pour moi en tous les cas, vient que j'ouvre des portes. Chaque mot est une porte. Chaque mot, pour ça vous avez raison de souligner. Pas besoin de voyager. Bien sûr, voilà. D'ailleurs, on reviendra sur votre lavomatique. C'est extraordinaire, ce livre, dans un espace si réduit. J'ouvre les portes, j'ouvre des fenêtres, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est ce que Pérec après appelait l'infraordinaire. Quand il allait au café de la mairie et qu'il écoutait d'oreille les bruits de fond, la bande passante de la vie, moi ça me parle. C'est les petits détails comme ça, insignifiants. Vous les écoutez sans les écouter, comme disait Nathalie Sarraute, vous êtes là, vous survolez tout ça. Et comme il est dit dans Michel Strogoff avec Jules Verne, regarde, ouvre les yeux. Et notre société n'ouvre pas les yeux, malheureusement. Et je crois qu'en écriture, on essaye d'ouvrir les yeux, mais en gardant le fait de ne pas totalement non plus les ouvrir. Voilà, c'est très bizarre, mais je pourrais vous en parler des heures. Et voilà. Je reviendrai sur le lavomatique, et justement, à propos de voyage, sédentaire ou pas, je reviens à vous, Elisabeth Barillet. J'ai lu que vous brodez. Là, Je brodais. Vous brodez. Je brodais, je Voilà. ne brode plus. Et Je brodais tellement que je ne savais plus quoi faire, donc j'en donnais, et puis bon, c'était... vous avez brodé No Explain. No explain, no complain. Oui, No Complain, C'est un justement. petit coussin, oui, que j'avais Et sur je mon lit. retrouve Monterland un peu, parce que je crois que vous aimez Monterland et Rousseau. Oui, tout à fait. Les carnets de Monterland, oui, ça a été une lecture de ma jeunesse. Aujourd'hui, j'aurais certainement une autre lecture de Monterland. Mais bon, c'est un autre débat. Je voudrais revenir justement ce que vous avez dit concernant le voyage. Vous avez dit « je voyage pour me déprendre et pour m'éprouver ». Oui, tout à fait, oui, c'est pour me déprendre et pour n'être plus personne, de ne plus avoir à répondre. Là, c'est vraiment une démarche, de fuite, je ne sais plus qui. Et puis peut-être le sentiment d'avoir tout le temps pour écrire, pour ne pas être dérangé. C'est assez égoïste de ma part, c'est un élan assez voilà. Depuis quelque temps, même si je continue les voyages, depuis quelque temps, j'essaie d'expérimenter justement dans une maison qui est assez loin d'ici, dans les bois, le voyage justement vertical et immobile, et ça m'intéresse autant que quand j'avais 20 ans. En effet, vous avez raison, on ne voyage pas tout à fait de la même manière, même si l'enthousiasme, en tout cas pour ma part, ne s'est pas usé. Pas du tout. Il y a toujours cet appétit. Mais en effet, je pense que le regard devient peut-être plus profond. Enfin, on ne sait rien. C'est possible. Vous avez écrit beaucoup de livres, mais je ne pourrais pas passer sur tous, bien sûr, mais je voulais parler de la légende russe. La branche maternelle, votre grand-père était un Russe blanc, comme on dit, venu à la Révolution, et vous avez énormément, je dirais, de légendes avant de partir vous-même en Russie 2 fois. Une fois avec lui. Plus de 2 fois. Plus de 2 fois, voilà. Oui. Mais une fois avec lui, je crois. Et je voudrais que vous me parliez de l'odeur de la cuisine de l'Annette. Comment on dit Annette en russe? Ukrop. Krop, voilà. Ukrop. Voilà. Alors le grand-père, la légende du grand-père.
Mais ça nous entraînerait trop loin. On est beaucoup. Je voudrais pas monopoliser. Ils ont des légendes aussi à raconter. Non, mais bien sûr, non, mais c'est une banalité de dire qu'on voyage évidemment avec les odeurs et que oui, mon grand-père avait rapporté en fuyant la Russie un peu de terre russe, ça c'est assez banal je dirais, mais après quand il est reparti à la grâce dans les années 60, quand De Gaulle s'est plutôt rapproché quand il a quitté l'OTAN, enfin bon ça nous entraînerait, en tout cas il est reparti là-bas et il a ramené des graines. D'ailleurs que j'ai conservé longtemps avec son écriture. Quand il est décédé, j'ai récupéré ces petites boîtes avec des graines écrites en russe, ukrop et d'autres graines, et qu'il a fait pousser dans son petit jardin potager. Donc c'était vraiment les plantes de là-bas qui venaient de là-bas. Donc ça c'était magnifique. Et juste pour terminer, le fait d'avoir un grand-père ou une grand-mère ou une mère qui vient d'ailleurs, je pense que ça c'est très très riche. C'est très riche parce qu'on sait que même quand on est enfant, qu'on vit en banlieue, qu'on vit une vie assez banale, mais que votre grand-père vous raconte ses chasses à loups, alors on se dit non mais c'est pas possible, il ment, c'est un mythomane parce qu'il vit dans une maison très simple. Mais néanmoins ça active tout de suite l'imagination romanesque. Voilà, donc je lui dois beaucoup à ce grand-père. Voilà, je le salue là-haut. Agnès, pour vous, je crois, vous êtes écrivain, mais tout le monde est écrivain d'ailleurs ici. Le voyage était l'antidote à la peur de rester, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est souvent une fuite. Oui. Vos paysages sont palpables, le lecteur sent l'air, le sable, le désir. Est-ce que la matière du monde vous fascine ou bien la manière dont cette matière transforme le regard humain? Est-ce que ça vous transforme de partir à chaque fois? Alors pas toujours, mais parfois oui, de manière extrêmement importante. C'est vrai que quand je suis revenue d'Australie, après 3 années là-bas, je n'étais pas du tout la même personne que celle qui était partie. Mais pas du tout, vraiment. C'est incroyable à quel point j'étais différente. Alors qu'ensuite j'ai vécu 4 ans au Burkina Faso, je suis revenue exactement pareil. Juste un peu plus fatiguée, c'est tout. Mais oui, je sais pas expliquer pourquoi. Mais parfois, oui, le voyage vous change beaucoup. C'est la confrontation avec l'altérité, enfin d'autres modes de vie, d'autres manières de voir le monde, d'autres façons la relation à l'autre qui est différente. Dans votre écriture, toujours, il y a ou bien des prisons à ciel ouvert, ou bien des barreaux. Il y a un seul livre qui a un peu échappé à tout ça. C'est le livre que vous avez écrit sur votre fille, que vous aviez adoptée bien avant, en Ukraine. Et c'est un livre où on a l'impression que c'est la liberté. Alors, pourquoi vous avez toujours cette impression? Parce que Elisabeth Murray en Australie, c'est vous peut-être le premier voyage avec Port Jackson, qu'on retrouve aussi dans le rêve de l'arbre creux. Pourquoi ce besoin de toujours raconter des gens en prison, ou bien avec des barreaux, ou bien avec... c'est comme si vous portiez au secours, quelque part. Les aborigènes aussi. Oui, oui, il y a parfois le désir pas de réparer une injustice, mais de combler un manque, une lacune qu'on ressent. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre sur Maryse Bastier, l'aviatrice, je trouvais qu'elle était vraiment très injustement oubliée. Et je trouvais ça totalement anormal. Et j'avais envie de faire connaître ce qu'elle avait fait. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui a motivé ce livre-là. Quand j'ai créé ce personnage d'Elizabeth Murray, donc j'ai été en Australie, je me suis passionnée pour l'histoire de ce pays, et notamment, parce que je travaillais dans la City, donc ça ressemble un peu à New York, c'est la modernité. En plus, au début des années 2000, c'était vraiment un pays d'une modernité qui, pour une Française, était spectaculaire, parce que, sur plein de sujets, on était très très en retard. Et j'étais vraiment fascinée, et je me disais, mais il y a 200 ans, il n'y avait rien. Je voulais comprendre comment ils avaient réussi à faire tout ça en 200 ans. Et donc j'ai lu tout ce qu'avaient écrit les premiers colons, les gens qui étaient sur ces premiers bateaux arrivés là-bas en 1780 et quelques. Vraiment, je voulais me mettre à leur place, vivre la même aventure qu'eux, parce que moi j'avais fait le voyage, 26 heures d'avion, c'est pas drôle, mais 8 mois de bateau, on ne sait pas si on arrive d'ailleurs, voilà. Je voulais vivre cette expérience avec eux, et la vivant,
Ce qui est facile parce que, d'abord, ils étaient peu nombreux, ils étaient 1000 au début, et puis la colonie n'était pas très étendue. Donc c'est facile de savoir tout ce qui s'y passe, et puis donc, ça a à faire des rapports, des correspondances, des comptes rendus. Donc on sait à la minute près tout ce qui se passe, avec le point de vue de gens différents qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est absolument fascinant pour un auteur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y avait 200 femmes sur ces bateaux, elle est où leur histoire? Et c'est comme ça que j'ai écrit Port Jackson, qui raconte les 3 premières années de la colonie pénitentiaire. Donc oui, c'était là aussi la volonté de combler ce qui me paraissait une lacune que je trouvais insupportable personnellement. Voilà. Justement, donc vous avez comblé aussi peut-être une lacune chez vous, parce que vous avez, je pense qu'il y avait chez vous ce sentiment il y a de la perte quand même, vos parents sont morts jeunes, vous êtes partis. Et j'ai lu que vous m'avez dit d'ailleurs, que vous auriez pu rester sans revenir. Alors que vous dites toujours, il y a un retour. Pierre parle de retour. Vous êtes quelqu'un qui serait resté. Pour moi, le vrai voyage, c'est celui dont on ne revient pas. Oui. C'est trop facile de partir, de savoir où on va, combien de temps on va rester et quand est-ce qu'on va revenir. On va tous le faire, c'est pas... ce voyage. Hein. Oui, voilà. Oui, mais justement, à part celui-ci, pour moi, l'idéal, ce serait ça. Ce serait de... Mais bon, ça suppose de n'avoir aucune attache, voilà. Pierre, qu'est-ce que le voyage sédentaire? Par exemple, pour vous, qui avez écrit un livre sur le voyage sédentaire, parce que vous avez beaucoup écrit. Vous avez écrit sur... alors, vous avez eu une enfance très compliquée. J'ai l'impression que pour vous, chaque livre, c'est une façon de repartir en enfance pour peut-être plus comprendre. Ma conception, c'est la suivante. Sortir du néant, naître, et mourir, y rentrer dans le néant. C'est autant rouler en montagne entre 2 murs de glace. Tout le monde est d'accord qu'avant que chacun est né, celui qui naît ne sait rien de ce qui le précède. Et de même, le grand voyage, quand nous serons morts, peu nous importe, on ne sait rien et on ne peut rien présager. Donc, si la vie, c'est ce couloir, il faut faire, qu'est-ce qu'on cherche? On peut rouler, aller au bout du monde, où on veut. Mais moi, j'ai écrit, et l'écriture s'est imposée à moi comme une sorte de croix au milieu de ce couloir. J'ai les pieds qui baignent chez les racines des morts, qui prend racine chez les morts, et ma tête, ma foi, il y a des corbeaux qui viennent dessus souvent. Donc, que faire? Plutôt que voyager, peut-être essayer de comprendre. D'abord comprendre le néant qui nous précède. Quand j'étais enfant, donc il y a 70 ans, on m'apprenait que la Terre avait 4,5 milliards d'années. La science dit aujourd'hui qu'elle en a 13 ou 14,5 milliards. L'homme, on connaît notre civilisation, et encore on peut en douter, puisque les points de vue sont très contradictoires. Or, la Bible, par exemple, pour la Bruyère, au XVIIe siècle, c'est 7000 ans. 6-7 000 ans que notre monde existe. Or, j'ai lu dans un journal il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert un squelette qui daterait de 73 millions d'années. Et par rapport 73 millénaires, on n'en connaît que 2. Donc comment vivaient nos ancêtres? Et par rapport à soi, c'est essayer de se comprendre, autrement dit, si l'on a des douleurs, essayer de les remonter, de les découvrir, en sorte que ces douleurs s'évanouissent. Par exemple, la mort, je pense à Montaigne. Montaigne nous dit toujours il faut l'apprivoiser. Oui, on l'apprivoise et puis après c'est fini, c'est passé. C'est pas un souci. C'est une façon de voir. Donc le voyage sédentaire, c'est le voyage à l'intérieur de soi, le plus... comprendre un peu ses motivations, comprendre que partir en voyage c'est bien, mais revenir c'est encore mieux. Voilà, Jeanne. Alors, après je ferai un peu la verticale, mais Marc, vous, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez écrit un livre, Exercice en haute mer, et en même temps, vous l'augmentez à chaque fois. Vous êtes à la version 15. Là, c'est la 15e. C'est la 15e. Donc, édition, voilà. Écrite sur 18 ans. Hein. Voilà. Entre la première et la 15e, 18 ans. Alors, qui ou quoi ne voulez-vous pas quitter dans ce livre? Ce livre, en fait, j'y réfléchis récemment parce qu'on me pose souvent la question, c'est quoi ce livre? Je suis souvent embarrassé. Et la formulation qui m'est venue dernièrement, qui me semble la plus juste, c'est un journal de mes éblouissements. Voilà.
j'ai été ébloui. Alors ça peut être des éblouissements liés à des voyages géographiques, mais c'est aussi des éblouissements liés à des rencontres, à des moments d'extase, à des moments de beauté, à des moments de vérité. Donc, je dirais que c'est des moments où on accède, par le voyage ou par la sédentarité, à un état modifié de conscience. Et c'est dans cet état modifié de conscience que l'écriture me vient. C'est pas moi qui vais écrire. Je ne sais pas écrire en décidant demain matin je vais écrire de 8 à 10. Je ne suis pas capable. Vous avez quand même écouté beaucoup de vos patientes qui sont dans ce livre aussi. Est-ce qu'on voyage à travers la parole de l'autre? Oui, bien sûr, bien sûr. Le monde de l'autre, les névroses de l'autre. Beaucoup de mes patients ont inspiré beaucoup des lettres du livre, mais pas uniquement. Non, je sais, vous avez fait de l'humanitaire aussi, et vous êtes marin. Oui, c'est un peu tout ça. Donc j'ai fait plusieurs voyages de différentes natures. Parfois c'est des voyages qui n'avaient pas de destination, parfois c'est des voyages qui avaient une finalité, comme vous l'avez dit, humanitaire. Parfois c'est des voyages où je partais sans savoir que j'allais revenir, si même j'allais revenir. Parfois c'est des voyages en mer, pour d'autres raisons, toujours en équipage, parce que j'aime beaucoup voyager en équipage. J'aime beaucoup enseigner la navigation à voile. Elisabeth Barillier, avec la légende russe, vous êtes, je dirais, vous avez retrouvé une partie de ce que vous avez vécu ici en partant directement en Russie. Au retour, qu'est-ce qui reste de la légende? Parce que je sais que sur le livre, on ne l'a pas ici, mais il y a le bandeau de la famille, je crois. Il y a une très belle photo à la Tchékov. Oui, tout à fait, la datcha, oui. Oui. La datcha, la légende, en fait, ce n'est pas la mienne, c'est celle de mon grand-père. Oui. Hein. Il faut qu'on y compare, parce qu'avant, vous avez quand même entendu le grand-père raconter beaucoup de choses. Quand vous avez été, et vous êtes revenu, déjà quand vous avez été, qu'est-ce que vous avez trouvé de cette légende là-bas? Mais déjà, je suis partie, alors pas 3 ans, mais je suis partie 9 semaines. Oui. Bon, je parle suffisamment bien russe pour pouvoir partir seule 9 semaines avec mon sac à dos. J'avais beaucoup pleuré durant le voyage parce que je venais de perdre mon père, donc après avoir perdu ma mère, mon grand-père, donc j'étais plus que, j'ai envie de dire, la seule récipiendaire de toutes ces histoires. Ce grand-père, j'avais parfois le sentiment qu'il était menteur, qu'il était mythomane, et j'ai peut-être voulu vérifier qu'il ne l'était pas, et j'ai eu de la chance. Alors il venait de Koursk, il avait quitté Koursk en 1919, dans un pays déchiré par la guerre civile. Son frère avait été dans l'armée blanche et il avait été coupé en morceaux et on livrait tous les matins dans des sacs un bras, une jambe. Et donc mon grand-père, ayant 19 ans, avait compris qu'il fallait partir. Et j'ai pu, alors encore une fois, je vais faire très très bref, et par le hasard, j'ai pu découvrir, grâce à un ex-agent du KGB, que la maison de famille qu'il avait quittée est devenue un hôpital, d'abord pendant la guerre, la fameuse grande guerre, hein, la bataille de chars de Koursk, qui a déterminé du sort, du basculement de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était à Koursk, comme je disais, la maison a dû être bombardé. Donc c'était un hôpital, donc rescapé, et ensuite c'est devenu un conservatoire où j'ai pu donc entrer dans la maison que mon grand-père avait quittée pour sauver sa peau. Et ça, quand on voyage, c'est vrai qu'il y a des moments où comme ça on a la chair de poule, il y a des moments où tout conspire, le passé, le présent, les morts et les vivants, le souvenir, et c'est des moments peut-être pour ça qu'on essaie de se propulser dans l'inconnu, peut-être pour vivre ça, pour vivre. Bon, je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré et bref. Vous êtes revenu, il y a aussi un autre livre, je passe par livre, parce que chaque livre, les écritures, c'est des voyages, du moins pour vos lecteurs aussi. Amsterdam à ma guise, vous avez adoré. Oui, alors moi j'ai vécu à Amsterdam, voilà, j'ai vécu 15 ans à Amsterdam, oui. Donc là c'est encore autre chose. Oui, Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même à Amsterdam? Une liberté profonde, une liberté d'être. Je sortais j'avais une éducation un peu stricte, un début de vie un peu ennuyeux, un peu bourgeois. J'étais assez compassée, corsetée, bref, je passe les détails. Et Amsterdam, ça c'était dans les années 90.
Aujourd'hui, toutes les capitales, voilà, j'ai le sentiment que les capitales commencent à se ressembler les unes aux autres. Les mêmes lounge bars, les mêmes chill cafés, les mêmes, pour ne pas parler des enseignes évidemment de mode. À l'époque, dans les années 90, Amsterdam était une ville éminemment exotique, fascinante. Je crois que quand on lit le livre, on sent l'exaltation d'Amsterdam, Oui. cette forme de liberté. Oui, cette forme c'est une déclaration d'amour Oui, aussi tout à à fait. l'homme qui était Oui. qui était mon mari de l'époque. C'était aussi ça, déclaration d'amour sous forme de promenade. J'ai beaucoup d'émotions à vous interroger aujourd'hui parce que j'ai pratiquement lu tous vos livres. Et vous êtes la seule que je ne connais pas en vrai parmi toutes les personnes. Quand je dis en vrai, c'est-à-dire que je connais Agnès, je connais Marc, je connais Valère, je connais Pierre. Voilà. Et dans vos livres, j'ai découvert un tas de choses. Et en même temps, avant d'arriver à l'Inde, parce qu'on va y arriver, je voudrais parler de l'oreille d'or. Vous avez eu, je crois, une maladie enfant qui vous a privé d'entendre dans une oreille, c'est ça? Oui, qui m'a privé de 100% de mon édition. C'est pour ça que je suis toujours un peu courbée, parce que j'entends pas très bien, oui. Et c'est fabuleux ce que vous avez écrit dans l'oreille d'or. Premièrement, vous avez commencé, je pense que toute votre écriture probablement aussi, parce que c'est devenu comme un contenant littéraire, d'émotions, de ressentis, l'infiniment petit, l'infiniment visible, et en même temps, ça vous permet de vous extraire quand vous en avez envie. Mais après, il y a certains, alors je parle, le mot handicap, ne pas entendre d'une oreille, c'est un handicap, mais c'est pas du tout être dans un fauteuil. Oui. Entendons-nous bien, on ne va pas comparer. Mais j'ai le sentiment que à partir de 6 ans, de ne plus avoir entendu du tout d'un seul côté et d'être simplement, quand je fais ça, je suis dans le silence absolu. Vous voyez, c'est très simple. Si je veux m'extraire, j'ai eu le sentiment tout de suite que c'était une chance fabuleuse. Oui. Voilà, et c'est un peu ce que j'ai voulu, exprimer, que parfois, des choses qui nous amputent nous enrichissent. Voilà, donc ça c'était le propos de ce petit livre, oui. L'oreille d'or. J'ai aussi lu dans ce livre qu'il y a eu un grand accident de voiture quand vous étiez enfant. Et cet accident, votre père conduisait, il y a l'ami de votre grand-père qui est décédé, vous étiez avec votre mère derrière, avec votre sœur aussi, et vous aviez l'oreille qui entendait, qui était cachée. Donc vous n'avez pas gardé le bruit des tôles, ni le bruit de l'accident. Non, pas du tout. Non, mon oreille m'a protégée, justement, c'est bien. Enfin, elle ne m'a protégée pas de tout, mais oui. Non, mais tout, voilà, ça c'est... Il y a des... Je ne veux pas dire qu'il y a des accidents heureux, mais c'était peut-être à nous de faire en sorte qu'ils soient féconds, en tout cas. Comme Agnès, vous avez parlé d'une femme, Laure Peignot, la sainte de l'abîme. Vous l'avez fait sortir de l'oubli aussi. Oui, je suis très impressionnée parce que vous parlez de... vous avez vraiment tout lu. Oui, oui, Laure Peignot, oui, j'ai voulu la faire sortir de l'abîme. Là, c'était, alors peut-être, c'était les écrits de Laure qui ont été extrêmement lus dans les années 70 c'était pas aux éditions des femmes, c'était chez Pauvert, mais enfin bon, je l'ai lu à un âge où j'étais totalement hantée par la transgression, les limites, et c'était une femme qui justement qui n'a cessé de transgresser toute sa courte vie, parce qu'elle est morte malheureusement à 37 ans. Jeune. Et ça a été en effet la compagne de Georges Bataille, mais je ne voudrais pas toujours définir les femmes comme on a défini Louandra Salomé par rapport à Freud, Rilke et Nietzsche. Voilà. Donc elle avait une œuvre à part entière. On est loin du voyage là. Alors, mais oui, c'est un voyage quand même, parce qu'on apprend plein de choses en tant que lecteur. Tout livre qu'on écrit, tout livre, alors j'arrive à l'Inde, justement. Est un voyage. L'Inde. Alors déjà, vous êtes parti, je crois, plusieurs fois en Inde, et vous dites l'Inde est justement dans Suite indienne. Vous commencez par dire l'Inde est mon maître. Je commence, et si je commençais par une énormité de points, l'Inde est mon maître. Voilà. Oui. Et vous continuez, après plus tard, dans le livre, l'Inde est un maître et le disciple qu'elle instruit est toujours débutant, dans la sueur et dans les fous rires. Vous ajoutez encore, l'Inde est un maître et l'épreuve qu'elle impose, toujours redoutable, d'un voyage à l'autre, constitue à chaque fois un ébranlement de l'être. Est-ce que l'Inde est votre maître ?
Si je l'écris, alors il y a des écrivains qui ne disent pas la vérité, ça c'est tout l'art de la fiction, le mentir vrai, comme disait Aragon. Non, là, un incipit qui commencerait par un mensonge, ça serait un peu dommage. Oui, l'Inde est mon maître, mais pourquoi est-elle mon maître? C'est que, comme je suis une hypochondriaque, une peureuse, je suis très, très, très craintive, pleine de fantasmes, de fantasmagories, de drames à venir. Et que, évidemment, en me poussant, la Russie c'était pareil, mais en m'en poussant dans ce chaudron qu'est l'Inde, en m'y poussant seule, parce que je voyage seule, toujours, il est évident que ce sont des épreuves renouvelées qui me forgent et qui m'obligent à vaincre toutes ces petites mesquineries du caractère. À ses pieds, toujours en Inde, vous êtes reparti sans accepter de vous agenouiller, je crois, devant le gourou, c'est ça? Oui, alors c'est un peu plus complexe. Oui, bien sûr. Très rapidement, le récit, c'est le récit d'une quelques semaines que j'ai passées pour recevoir un enseignement d'Advaita Vedanta, de la non-dualité, auprès d'un maître, justement à Bombay. Et à la fin de chaque session, il est coutume de s'agenouiller devant le maître, mais on ne s'agenouille pas devant la personne, on s'agenouille devant la connaissance qu'il représente et qu'il transmet. Voilà. Et moi, je ne peux pas m'agenouiller, et donc ça, c'est toute une réflexion. Pourquoi? Est-ce que c'est une peur enfin bref. Donc, voilà. Dans Suite indienne, vous dites « On voyage depuis son tempérament et en lui. L'enthousiasme domine le mien, les déconvenus ne l'ont pas entamé. Je suis ainsi faite, dans mon cœur cohabitent une ascète et une frivole enfant. » C'est l'ascète et la frivole enfant qui sont là ce soir? Là, c'est peut-être plus l'ascète, mais la sérieuse. La frivole enfant, ça sera pour tout à l'heure, quand elle retournera sur sa bicyclette. Mais oui, moi je pense qu'on est tous faits ainsi. Vous savez, c'était Sioran qui disait le tout, c'est d'unir ses contradictions, les contradictions de son caractère. Plus il y en a, plus c'est difficile, mais plus c'est riche, me semble-t-il. Et dans Suite indienne, et je termine sur l'Inde, vous dites aussi, vous dites quelque chose de très beau. Vous dites qu'il arrivera peut-être un jour où vous ne voyagerez plus, mais vous aurez une roulotte sans rideau pour laisser passer les présences, mais chauffée quand même. Et cette roulotte, est-ce que vous pensez que vous pourriez écrire encore? Ah non, moi je souhaite... là, je pense qu'une vie d'écrivain, c'est une vie de malédiction. J'en ai parlé hier avec une amie qui est écrivain elle aussi. C'est une vie de malédiction. Pourquoi? Parce que c'est une vie sédentaire, assise, d'humiliation, d'attente. Enfin, je ne vais pas déployer, mais en tout cas, voilà. Et j'aimerais vraiment, je suis tout à fait sincère, être un jour délivrée de l'écriture. Alors, soit Alzheimer me délivrera, soit je ne sais pas quelle infirmité quelconque, mais oui. Et puis la mort à la fin de tout, mais oui, être délivré de cette injonction quotidienne. C'est une vie assez inutile aussi, une vie d'écrivain au fond. Qu'est-ce qui restera de ces livres? Pas grand-chose. Mais voilà, donc j'espère en effet, dans ma roulotte, chauffée, délivrée, de regarder simplement les bêtes qui tournent autour de la roulotte. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Suite indienne. Parce qu'en même temps, il y a des moments très drôles quand vous partez des touristes qui vont avec, je dirais, le bagage touristique dont parlait Valère justement, et que vous aviez envie vraiment de complètement décompresser, de les laisser de côté. Et vous voyez l'Inde changer à chaque fois. Ça aussi, c'est quelque chose. Oui, on est toujours. Alors, je voudrais juste. On est toujours des touristes. Franchement, nous sommes des touristes. Mais si, on est des touristes. Mais par notre propre. On est des touristes en Inde ou peut-être pas en Afrique si on est là-bas. Mais enfin, moi, je me sens toujours. Alors peut-être que rester 8 semaines dans un pays, c'est moins être touriste qu'on en fait de rester 15 jours. Mais néanmoins, nous ne pouvons partager, communier avec ces autres vies que la nôtre que d'une manière réduite. Moi, je ne connaîtrai jamais l'Inde. Je n'entrerai jamais dans l'âme d'un Indien. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est touriste. Mais je laisse la parole à ma... Non, mais je ne parle pas sur ce plan-là. Je parlais des touristes de sa propre vie. Ah. C'est autre chose. C'est sûr. C'est autre chose. Donc, c'est ce qui m'intéresse
plus, mais le tourisme global, la consommation, je pense que non, il faut surtout pas être touriste, y compris politiquement, y compris sur le plan de la conscience. Il faut s'éveiller. Il ne faut surtout pas l'être, mais néanmoins, nous le sommes. Nous le sommes, même si nous ne le voulons pas. Quand je vais en Inde et quand je paye mon billet d'avion presque 1 000 €, et quand ensuite ces 1 000 €, c'est même... je veux dire, je fais un discours peut-être un peu débile, mais ce que je dépense, alors je vis simplement, mais néanmoins, je suis dans un bon lit, donc voilà, ça a fait de nous quand même des touristes, même si on ne veut pas, même si on veut s'intéresser, même si on veut rester, même si on veut approfondir. Voilà, il y a toujours une porte, une paroi de fer. En tout cas, pour moi, peut-être que vous avez plus de chance, c'est possible. Hein. Agnès, je viens à vous. Port Jackson, c'était l'Australie. Elisabeth Murray, déjà. Racontez-nous Port Jackson. C'est un voyage qui revient en rebondissement, en quelque sorte. Oui, c'est un voyage à rebondissement. Port Jackson donc, raconte l'arrivée des premiers bateaux en 1788 dans ce pays qui est alors terra incognita, une terre que les Européens ne connaissent pas, dont ils ne sont même pas capables de tracer les contours. Elle est inconnue à ce point-là. Et en fait, ces bateaux, donc 11 bateaux, sont remplis de prisonniers parce que le gouvernement anglais les prisons sont trop pleines et il veut se débarrasser de son trop plein de prisonniers en créant une colonie pénitentiaire là-bas. Et donc le livre raconte l'arrivée des bateaux et les 3 premières années de la colonie par les yeux d'une des prisonnières qui faisait partie de ces premiers colons. Pourquoi Port Jackson, on retrouve cette femme dans le rêve Alors, Elisabeth Murray, j'ai vécu avec elle pendant... C'est vous, Elisabeth Murray Alors, pas l'Elisabeth Murray que nous quittons à la fin du rêve de l'Arbre Creux, qui est encore très jeune, donc ça ne peut pas être moi. Mais l'Elisabeth Murray que moi j'ai dans la tête, que je vois et qui est plus tard, oui, on a beaucoup de points communs, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous auriez pu rester en Australie toujours? Oui, oui, je pense. Enfin, toujours. Toujours, c'est pas un mot pour moi, ça, toujours. Mais j'aurais pu rester plus longtemps, ça c'est sûr. Je trouve extraordinaire ce besoin de liberté que vous avez, qui est presque... C'est comme si vous deviez partir tout le temps, ne pas rester. Et en même temps, vous avez quand même adopté un enfant. C'est-à-dire adopter un enfant, vous dites que quand on doit rester inconsolable, vous l'avez dit aussi dans l'écriture, pas d'enfant, mais vous avez adopté une enfant qui est aujourd'hui une jeune femme, donc c'est pas une Ukrainienne. Donc Karina Sokolova, comment vous avez voulu ce besoin d'adoption, vous qui aimez tellement la liberté, c'est quand même un enfant, c'est quand même je dirais moins de liberté. Oui, on peut le voir comme ça, oui. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est un rêve que j'avais adolescente. J'avais des rêves assez vagues étant adolescente, mais c'était la chose la plus précise dont je pouvais rêver, d'adopter des enfants. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est lié à l'histoire familiale et que c'est vrai que l'adoption, ça consiste aussi à couper les fils de la généalogie. Oui. Donc on repart à zéro vraiment, quoi. On efface tout, on recommence. Et je fais souvent ça dans ma vie. J'efface tout, je recommence. Voilà. Donc je pense que ça vient un peu de là, mais je n'ai pas trop creusé non plus. Karina Sokolova, c'est une sorte d'album de famille. Oui. De la même manière qu'on fait, on fait des albums de photos, on prend des vidéos. Bon, quand on écrit, voilà, c'est un album de famille, c'est quelque chose qui a pour objet de compenser un vide, quoi. Enfin, ça remplace pas un passé, ça ne comble pas le vide du passé inconnu, mais ça rend le sol un peu plus ferme. C'est une sorte de tuteur, de socle, de pansement, de doudou, enfin voilà. Et je crois que c'est peut-être dans ce livre que vous avez le plus vous-même transmis, parce que vous avez beaucoup pris dans les autres voyages, mais dans ce livre, vous parlez de la transmission des mots, du goût, des choses, parce que quelque part, c'est vous, c'est comme s'il y avait c'est une mère, c'est être une mère en quelque sorte.
Oui, c'est une matrice quand même. C'est étonnant, effectivement, je remarque que la transmission, elle passe y compris par les absents, enfin par les gens qui sont morts depuis des décennies. J'ai retrouvé dans ma fille des expressions, des mots que je ne pensais ne connaître que de mes parents qui étaient partis depuis très très longtemps. Et je n'avais pas l'impression qu'ils étaient passés par moi, ces mots-là, ces expressions, mais forcément. Enfin, donc oui, il y a des choses qui se transmettent de manière inconsciente, pas forcément volontaire. On est parfois surpris on n'est pas responsable de tout. Enfin, Dans le rêve de l'arbre creux, aux éditions du Sonneur, avec une très belle couverture que dont l'auteur est dans la salle. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Alors, c'est le récit. C'est une histoire de récit quand même. Faut-il laisser le récit? Faut-il laisser un récit quelque part? Faut-il avoir un endroit où mettre son récit? Moi, je crois que mes livres, c'est un peu mon récit, mon rêve de l'arbre creux, en fait. Je crois que c'est le rêve de l'arbre creux d'Elizabeth Murray. Moi, ce sont mes livres, je pense. Enfin, j'y mets en tout cas ce que je dois exprimer. Enfin, moi, je n'aspire pas à être délivrée de l'écriture, parce que moi, l'écriture me délivre davantage. C'est un besoin, vraiment. C'est une évasion aussi, c'est une manière d'entrer dans d'autres époques, d'aller à la rencontre de l'autre, dans tous les sens qu'on peut mettre là-dedans, enfin, de se confronter à l'autre, et donc d'échapper aussi à soi-même, effectivement, à son environnement, à son passé, à son quotidien. Enfin. Je trouve dans ce livre qu'il y a une image qui m'avait beaucoup touchée. C'est l'histoire des ombres. Nos ombres se rencontrent quand il y a du soleil, avant même qu'on se touche. Et quand nous nous séparons, les ombres restent attachées l'une à l'autre, même quand on est déjà très loin. Et je trouvais cette image très belle. Oui, c'est symbolique. C'est symbolique d'un attachement éternel, que rien ne remettra plus en cause, que rien n'effacera. Quel lieu vous avez le plus déplacé, Agnès? Un livre ou un pays? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile, et je dirais que c'est à égalité, en fait. Quand j'étais au collège, j'ai connu un drame familial, et mes professeurs, par compassion, sympathie, m'ont offert un livre. Ce livre, c'était « Autant n'emporte le vent », que j'ai donc lu à l'âge de 12 ans. Il y a 50 ans, donc. Eh bien, ce voyage que j'ai fait dans le sud des États-Unis avec Scarlett O'Hara, ce voyage, il a pour moi aujourd'hui la même densité, la même densité que les voyages que j'ai faits dans le sud des États-Unis. Moi-même, réellement, il y a beaucoup moins longtemps. Pour donner un autre exemple, moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne pouvais voyager que par les livres. Je n'avais pas d'autre moyen de voyager. Mais tu citais tout à l'heure, Valère, Michel Strogoff. J'ai lu ce livre, j'avais 8 ou 9 ans, comme sans doute beaucoup de gens. Et je ne l'ai jamais relu depuis. Mais je sens encore la brûlure du poignard chauffé à blanc qu'on passe devant mes yeux pour me rendre aveugle et m'empêcher d'arriver à temps à Irkoutsk. Ça, voilà, et toutes ces émotions que l'on a en lisant un livre, elles vous construisent, elles vous constituent. Vous êtes fait de ça aussi. Et effectivement, c'est pas la peine de prendre des avions, ça, vraiment pas. Il faut venir ici à la librairie Gallimard. J'ai lu chez vous quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Vous dites que vous vous inquiétez du temps entre un livre fini et le fait de trouver un éditeur. Est-ce que c'est un voyage inachevé, un livre qui est sans éditeur, tant qu'on ne le trouve pas? Tant qu'il n'est pas publié. Oui. C'est un enfant qui n'arrive pas à s'envoler vous voyez, les enfants qui restent chez vous trop longtemps. Vous êtes d'accord? Mais c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Enfin. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc, mais je comprends la métaphore, oui, bien sûr. Valère, c'est à vous. Le lavomatique. Alors, racontez-nous ce lavomatique. C'est quand même un endroit, normalement, on lave son linge sale en famille. Là, on le lave en public. Il y a les cycles de l'essorage, qui sont des cycles de voyage, peut-être. Il y a Hublot qui vous regarde. Il y a un écrivain qui a perdu son manuscrit. Il y a des personnages extraordinaires. Et il y a de l'eau. Oui, on ne se refait pas.
Alors, le lavomatique, c'est peut-être une histoire de résonance. Je rebondis, je n'arrête pas de rebondir dans la vie. Je rebondis sur les mots d'Elisabeth Barillet, sur la Russie, je pense aux mots de Nathalie Sarraute dont nous avons déjà parlé ensemble, Jeanne. Et je pense aussi, oui, ce mot de résonance, pour moi c'est le voyage, la résonance des mots, la résonance des lieux. Et Nathalie Sarraute, dans l'usage de la parole, quel est le premier mot? Ich sterbe, c'est un mot allemand, je meurs. Et j'ai l'impression qu'elle a donné un souffle considérable, rien que ces deux mots allemands. Je ne parle pas l'allemand. C'est Tchekhov qui dit ça. Voilà, c'est pour ça. C'est Tchekhov, les derniers mots de Tchekhov sur son lit de mort. Voilà, tout à fait. Et tout est dit. Premier mot, paf. Alors moi, le lavomatique, c'est un accident. J'adore jongler avec les accidents de la vie. J'ai passé beaucoup de temps dans les lavomatiques quand j'étais un peu plus jeune, parce que je n'avais pas beaucoup de mètres carrés et beaucoup de livres dans ces beaucoup de mètres carrés. Donc c'est un lieu, c'est une parenthèse spatio-temporelle. On dirait un tableau, vous savez, d'Hopper. Vous voyez les lavomatiques de l'extérieur. C'est comme un bocal, avec des êtres humains vus généralement de profil, des silhouettes comme dans un tableau, qui sont en état de réflexion. Ils posent leur lave-sale. Mon personnage s'appelle Emilien Dorval, il a son caddie, lui. Et le point commun pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est le baluchon. Hein, ils sont des voyageurs au lavomatique, ils ont leur baluchon de linge sale. Et mon personnage qui n'habite pas sa vie, va habiter progressivement sa vie en habitant ce lieu improbable, très froid, un lieu du libre service où vous êtes seul face à la machine, et en étant seul face à la machine, et avec ce hublot qui tourne et qui tourne et qui tourne, il va s'endormir, et comme dans tous les contes de fées, le sommeil est réparateur, donc il s'endort, et s'endormant, ce lieu devient un lieu d'éveil. Il s'éveille à la vie, il se découvre atteint de synesthésie. Voilà, c'est la référence à Baudelaire aussi, puisqu'il a la fâcheuse manie, mon personnage, c'est un intello précaire comme moi-même, mais la fâcheuse manie de porter des phrases en bandoulière. Donc il n'arrête pas de voyager dans les phrases, de rêver d'écrire son manuscrit, et tout d'un coup, paf, le pharmacien lui dit « Vous êtes atteint de synesthésie » et il se découvre avec Vous parliez de l'oreille d'or, ce sont ses sens, son sixième sens qui lui fait comprendre les codes de la vie. Il va progressivement vivre avec ses sens. Et c'est aussi un hommage à la ville de Paris, au souterrain de Paris. Enfin, je ne veux pas être trop longue parce que... Non. C'est aux éditions Léopold. Voilà. Léopold. Ouais. Est-ce que la laverie devient une cabine de voyage pressurisée? C'est un sas de décompression, c'est-à-dire vous êtes en plongée, c'est un sas, c'est-à-dire vous êtes dans un couloir, c'est pas le couloir de la mort, mais il y a des cycles. Le lavage court, le lavage long, comme les cycles de vie. Et donc vous méditez, vous n'êtes pas dans une salle d'attente, vous vous laissez aller à quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de l'infraordinaire de Pérec, où c'est l'infime qui devient l'infini, où c'est le détail, où c'est le banal. Et ce banal-là vous emporte, malgré vous. Il y a une autre scène dans mon roman que j'aime bien, il y a la scène de la matériothèque, mais il y a une scène où mon personnage est perdu dans la foule à Paris. Et il redécouvre les façades des immeubles, et il les a jamais vus. Et il se dit, comme l'épuisement d'un lieu de Pérec, il se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces façades que mes ancêtres ont peut-être vu? Qu'est-ce qui se cache derrière l'homme, derrière le fer forgé, derrière ce savoir-faire-là? Enfin bon, j'essaye de... Quelle tâche indélébile tentez-vous depuis le début de noyer dans de l'eau? Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans tous vos livres. Il n'y a pas de tâche indélébile. Moi, je suis quelqu'un de... Il n'y a aucune tâche indélébile. Il y a une recherche des origines. Oui. L'écriture, c'est du bonheur. Moi, je trouve qu'un livre vous emmène, je dirais pas qu'il vous répare, moi il n'y a rien de détraqué chez moi, tout va très bien, je vous rassure. Non mais il faut être heureux. Bon, et ce qui est intéressant,
on pourrait parler de l'écriture très longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est l'espace que ça crée, cet espace-temps-là. Vous ouvrez les yeux grâce aux mots aussi que vous écrivez. Enfin, j'essaye d'être claire. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas, vous voyez, je vous parle de Pérec maintenant parce que le livre a un certain âge, mais quand on écrit, on ne sait pas, on écrit avec son baluchon, effectivement, de vos vies précédentes. On a plein de vies. Plein de vies, on est à la fois jeune. Et, par exemple, mon personnage, il est du 21e siècle, il pourrait être très bien du 19e siècle. C'est un jeune homme qui a des références avec Balzac. Oui, c'est très... L'errance, c'est la même. L'errance, voilà, tout à fait. Et c'est le bonheur de la littérature. Nous ne sommes pas prisonniers de frontières, nous ne sommes pas prisonniers de rien. Nous sommes des porteurs d'histoires éphémères ou pas, mais il y a une petite conscience qui s'allume. Pierre Perrin, vous avez, tout à l'heure je vous l'ai dit, écrit beaucoup de poésie. Qu'est-ce que la poésie pour vous? Alors la poésie, il est de bon ton de dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. D'abord, c'est un écrit littéraire qui prend sa place à côté du roman, du théâtre, donc la poésie, qui se subdivise en plein de choses, poésie lyrique, épopée. La poésie, c'est la voix des dieux, disait-on autrefois. On va comprendre pourquoi. La poésie, en fait, elle essaye de résoudre le problème qu'ont les hommes avec les morts. Quelques exemples. La servante au grand cœur de Baudelaire. La servante au grand cœur, dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. D'abord, elle dort. Les morts, souvent, ils dorment. Regardez le dormeur du Val. Vous savez, c'est un trou de verdure où chante une rivière, Rimbaud, octobre 70, Rimbaud a 16 ans, il découvre un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, bizarre, il dort, il a 2 trous rouges au côté droit. Bon, pourquoi Baudelaire veut-il apporter des fleurs à la servante dont sa mère était jalouse? L'argument, il est simple. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. C'est fou. Les morts n'ont pas de douleur du tout. C'est les hommes c'est lui qui a une douleur par rapport, c'est-à-dire c'est le remords. Si vous prenez par exemple Verlaine, Mon rêve familier. Mais vous, pourquoi vous avez écrit vous-même de la poésie? Quand on commence à écrire, on ne sait pas pourquoi on écrit. Oui. Justement, j'ai découvert ça. Quand j'ai écrit, en fait, dès l'âge de 10 ans environ, et j'ai écrit mon premier vrai poème, selon moi, à la mort de mon père, donc à 19 ans. J'ai considéré que tout ce que j'avais fait avant ne valait rien. Or, par la réflexion, par la recherche en moi-même, etc., j'ai donc découvert une scène horrible de moi à 10 ans, et je me suis aperçu qu'en fait, la cause de l'écriture, du rapprochement de l'écriture, c'était donc cette scène horrible. Voilà. Donc cette scène, c'était un chien, on peut en parler? Non, on ne va pas assombrir l'assistance. Voilà, on ne va pas assombrir, mais cette scène, c'est quand même important, c'est la base de beaucoup de votre écriture. Oui, enfin, bon, c'est un chien qu'on a abattu devant vous, votre chien. Voilà. Donc voilà, et donc j'ai découvert après coup que les 8 ans qui pour moi n'existent pas, à la mort de mon père, simplement comme j'avais beaucoup écrit, j'étais déjà armé pour produire quelque chose qui avait du sens et qui valait quelque chose, quoi. Vous avez écrit aussi un livre aux éditions Lafon qui s'appelle Le modèle oublié. C'est la vie de Virginie Binet, la compagne de Courbet, dont il a eu un fils d'ailleurs, et quand on voit un tableau, on dit souvent c'est un Courbet, on oublie le modèle n'existe pas. Vous avez ramené ces modèles oubliés. Pourquoi ce livre? Oui, parce que cette femme qui a vécu donc Courbet à 20 ans, il va la chercher à Dieppe, peu importe pourquoi, il la ramène à Paris, ils vont vivre 11 ans ensemble, elle va lui donner un fils en 47, il a 27 ans. Et c'était vraiment une offerte, oui, quelque chose qu'elle lui offrait, car il écrit « Le fils va naître le 15 septembre 47, et il se trouve que le 1er janvier, pour le Nouvel An, Courbet écrit à ses parents « Oh, ça tombe bien !» Il vivait dans une chapelle, en réalité, qui servait d'atelier, et j'ai trouvé à acheter un studio sur le même palier.
On peut pas, quand on connaît l'histoire, on ne peut pas ne pas penser que c'est pour y installer la future mère de son fils, qu'il ne reconnaîtra pas, etc. Donc moi, je voulais réparer une injustice, selon moi, que... Bon, le discours, la doxa fait que Courbet, c'est un homme tout seul, persécuté, etc. Et en fait, on découvre que sa vie pouvait être celle d'un humain normal. Hein? Et je donne comme exemple, il y a un tableau à Besançon, son dernier grand format, c'est l'allée du cerf. Or, il se trouve que c'est en 67, je crois, il écrit à ses amis à Paris au 1er janvier, « Oh, faut que je rentre, j'ai mon ami, son seul ami, qui s'appelait Urbain Cunot, peu importe, qui était mourant. » Et il dit, je rentre dans 3 jours, quoi, et je vais assister à son agonie, je l'enterre et je rentre. Et en fait, il reste à Ornans 3 mois et demi, et il fait c'est son dernier grand tableau. Quand on met en rapport l'allée du cerf et la mort de son seul et unique ami, son seul vrai ami, quoi, depuis l'enfance, ça prend une autre dimension. Je crois que un auteur, c'est sa vie qui marche, quoi. Flaubert, tous les auteurs qui restent, mais alors ça pose le problème de la postérité, dont nous ne pouvons rien savoir, mais je pense qu'il n'y aura plus de postérité si notre civilisation fiche le camp. Alors justement, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de civilisation, de voyage, de tout ça. Vous dites souvent « Va, mon livre ne meurt pas ». Quelle peur et quel espoir mettez-vous dans ce voyage-là du livre? Eh ben, c'était ça, c'est-à-dire espérer. Tous les gens qui écrivent espèrent qu'il restera quelque chose d'eux, en quelque sorte. Et l'écriture a une raison d'être. Je ne suis pas d'accord avec l'inutilité de l'écriture, non. On donne au lecteur, on donne à découvrir ce que soi-même on a avancé, enfin on a compris, etc. Comment connaît-on le passé? Enfin, moi j'aime beaucoup Montaigne parce qu'il nous apprend plein de choses sur les civilisations antérieures. Hein. Le renard, les gens de la Thrace, les soldats, ils faisaient courir un renard sur un lac pour savoir s'il était suffisamment gelé pour faire passer leur armée, par exemple. Montaigne, il montre les hirondelles intelligentes, pardon. Voilà. Donc la raison d'être de l'écriture a quand même une raison d'être. Bien sûr, d'ailleurs, tout le monde quand on lit du Marc Villemain, par exemple, c'est le plaisir de redécouvrir l'enfance et l'adolescence et tous ces mystères, par exemple. Il y a le plaisir, mais il y a aussi les découvertes que chacun peut faire. Ce que j'ai fait dans le voyage sédentaire. Alors le voyage sédentaire, voilà, racontez-le voyage sédentaire. Parce que tout bêtement, c'est mon journal, c'est des poèmes alternant avec le carnet de journal, tout bêtement, journal sans date. Mais il y a déjà l'idée, ce que j'ai donné tout à l'heure, la vie est une éclipse de la mort, donc du néant en fait. Oui. Hein, ce qui est un peu Vous êtes hanté quand même par cette finitude. Non, non, le fait de mourir, non, c'est fini. Simplement, on est dans un couloir. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller au fin bout de la terre, voir comment... Le problème, Montaigne, quand il part le voyage en Italie, il a écrit première version des essais, 80-88, il vient de la publier, il va la présenter au roi et il va la présenter au pape. Premièrement, il a fini première partie des essais, il y aura une deuxième édition, etc. Après, il va pour des raisons utilitaires. Il a la gravelle, la maladie de la pierre, c'est-à-dire des calculs dans les reins, tout bêtement, hein, et il va donc visiter les os. Mais à l'époque, il y avait une langue universelle, bon aujourd'hui c'est l'anglais, mais lui c'était le latin. Il parlait latin en Allemagne, il parlait latin avec les chanoines évidemment, et quand il parle le voyage en Italie, il présente donc ses essais pour éviter une censure. Et il dit qu'il est lu par un prélat romain qui lui ne lit pas le français. Et qu'il y a 2 cardinaux français qui donc assistent un peu, et il y en a un qui est assez sévère, alors il est obligé d'expliquer pourquoi il y a des choses horribles dans les essais par rapport à la religion. Il dit par exemple que la croyance, je ne sais pas qui parlait de la croyance, pour qu'il y ait une croyance, il faut qu'il y ait de l'ignorance, sinon c'est pas possible. C'est Rabelais qui dit, il suffit de dire qu'on peut naître par l'oreille senestre, ça ira aussi bien. Vous avez été à Florence dernièrement, n'est-ce pas? Oui. Alors, quel voyage était pour vous Florence? J'y ai accompagné mon épouse, évidemment, c'était intéressant, mais bon, c'est l'Italie, voilà. On a préféré Venise, c'est tout. Florence, c'est une ville... Et moi, ce que je vois, c'est des choses que les autres ne voient pas. Par exemple, le Duomo, la cathédrale,
Hein, j'avais mis sur Facebook où il y avait un véhicule de l'armée avec une gamelle en caoutchouc qui attestait une fuite d'huile, et pire que ça, la gamelle est retenue par une chaînette. Un coup à droite, le lendemain c'est à gauche. Ce qui veut dire quand même, c'est très maladroit, ça veut dire qu'il y a des voleurs en Italie. Mais le Duomo, donc la cathédrale d'une part pleine de marbre, et à côté, ils ont fait le clocher. Alors moi quand j'ai vu ça, le clocher il fait 88 mètres tout en marbre, environ 5,5 au carré. J'ai dit c'est un calorifère alsacien, géant. Donc voilà. Et puis, bon, je ne cours pas après le voyage parce que les pays. Moi, quand j'étais enfant, j'ai fait le millier d'hectares de mon village. J'ai vraiment allé dans tous les coins, les grottes, etc. Et quand je vais dans d'autres pays, la Croatie, l'Espagne, je vois des horizons, si vous voulez, et je me dis, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Autrement dit, je ne trouve rien d'absolument nouveau. Et pour en terminer avec le voyage, c'est l'histoire de la langue. Moi, je suis très embêté. Ma femme, évidemment, elle est subtile, elle passe partout, elle comprend tout, l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc. Moi, rien du tout. Et par conséquent, bon, bah, je comprends pas tout, quoi. J'entends qu'il gueule. Je crois que vous faire monter dans le bateau de Marc. Marc Bourriche, pour vous, partir pour un psychothérapeute et un marin, vous l'avez expliqué. Le voyage, mer et psychothérapie. Vous avez trouvé un équilibre dans vos voyages? Je n'ai pas cherché d'équilibre. Vous aimez les déséquilibres? Je n'ai pas cherché d'équilibre. Je suis parti parce que je n'avais pas le choix. Partir, c'était une nécessité. Et je ne savais pas pourquoi je partais. C'est seulement après que j'ai compris que ce que j'ai appris en partant m'a aidé à continuer à vivre. Et à vivre le mieux possible, à traverser l'existence. Mais au départ, je ne savais pas pourquoi je pars. J'ai besoin de partir, c'est tout. Vous vous dites que vous allez partir toujours avec un équipage. Oui. Pourquoi? Je pense que c'est pour pouvoir recréer une famille. Et je trouve que faire l'expérience de la mer en équipage, ça enrichit considérablement l'expérience, plutôt que de la vivre en solitaire. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel. La mer, pour mon équipage, c'est la famille. Et comme c'est souvent des équipages internationaux, de toutes les nationalités, de tous les âges, c'est terriblement enrichissant parce que chacun réagit différemment et chacun fait l'expérience de la mer différemment. Entre le cabinet où vous écoutez vos patients et l'océan, c'est la même houle? Je dirais que c'est la même ouverture à l'inconnu. Pour revenir sur la question du voyage, je pense que ce qui m'attire dans le voyage, que ce soit l'écriture ou le voyage géographique, c'est l'expérience de l'ouvert. C'est d'être dans une avancée vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. C'est pour ça que quand on est avec des patients, le travail du thérapeute, c'est de ne pas savoir qui il est, a priori, et de le découvrir au fur et à mesure qu'on l'écoute. Parce que si on commence à projeter sur notre patient une idée qu'on a de lui, on ne peut pas l'aider. Donc il faut au contraire être complètement dans l'ouvert et dans l'inconnu. La mer, c'est la même chose. On est dans l'inconnu, on est dans l'ouvert. Et contrairement à ce que certaines personnes me disent, la mer, ça vous effraie. Je crois que vous me dites ça, Jeanne, hein, la mer, ça vous effraie. Hein. Moi, au contraire, la mer, ça me rassure. Ça me rassure parce que je me sens en contact avec quelque chose qui me dépasse. Vous avez parlé de la peur, justement, une fois. Quand il y a une tempête et que vous êtes seul à bord, enfin avec votre équipage, cette peur, elle est à la fois individuelle et elle est en même temps commune. Mais justement, non, il n'y a pas de peur. Il y a un état d'hypervigilance où on est très attentif à faire ce qu'il faut pour que le bateau continue sa route dans les meilleures conditions. Mais il n'y a pas de peur, parce qu'on est dans l'action. Et l'action exorcise la peur. Donc la peur, elle existe au préalable. Mais quand on est dans le moment, on n'a pas peur. On est simplement hyper vigilant. Ça, c'est oui. Et le rivage? Oui. Vous l'attendez? C'est une expérience ambivalente, le rivage, parce qu'on l'attend et on le redoute. On a envie de retrouver la terre et on a envie de rester en mer. Mais on sait qu'on peut pas, on sait aussi qu'on ne peut pas rester en mer. Donc c'est ambivalent, le rivage. Le retour au port est ambivalent. Quel voyage vous a, je dirais, non pas le plus déçu, mais ne vous a rien apporté?
Aucun. Chaque voyage m'apportait quelque chose, et c'est toujours quelque chose que je n'avais pas prévu au départ. Parce qu'il y a eu tous les voyages dans le Sahara, il y a eu tous les voyages en mer, et généralement, mon attirance naturelle, c'est de partir dans des pays à très faible densité de population. Je ne voyage pas pour découvrir des cultures. Je voyage pour découvrir la solitude, des paysages, l'expérience de l'isolement. Mais je ne voyage pas dans les pays à forte densité de population. Je ne suis jamais allé en Asie, par exemple. Pierre disait que lui-même, dans son village, dans la région, il avait découvert des grottes, il avait découvert un tas de choses. C'était pour lui des voyages, en quelque sorte. Vous rejoignez, Pierre, quand vous allez dans un désert où il n'y a rien, par exemple. La terre, le sable, le vent. Le voyage dans le désert et le voyage en mer, pour moi, c'est un petit peu la même expérience, parce que c'est plus silencieux, quand même, le désert, non? Oui, mais c'est pas de ça dont je parle. On est en contact avec quelque chose de plus grand. Oui. Et c'est cette quête-là, je dirais presque une quête mystique. Hein. On est en contact avec quelque chose de plus grand, et ce plus grand, au lieu de nous inquiéter, nous rassure. C'est ça qui est de commun entre la mer et le voyage et l'écriture, pour moi. Je ne suis pas l'écrivain, vous le savez, je suis juste un auteur, et l'auteur d'un seul livre. Oui. Et Apple 15. Contrairement à ce que disait Elisabeth, pour moi, je ne sais pas écrire dans la souffrance, je n'écris que dans la joie. Et je ne sais pas écrire autrement que dans la joie. Quand commence l'écriture d'un livre, pour vous? Je reposerai la question à tout le monde. D'un livre, il n'y en a qu'un. Oui. Donc, quand commence l'écriture d'une lettre? Parce que c'est un livre de lettres. Oui, je sais. C'est un livre, c'était presque, comme je disais tout à l'heure, c'est un journal d'éblouissement. Alors, comment ça commence? Par un éblouissement. Alors, vous allez me demander ce que c'est qu'un éblouissement? Entre l'extase de Valère, l'éblouissement, c'est superbe ça. Pour moi, un éblouissement, c'est un état émotionnel qui me touche à un moment où il y a quelque chose de fracturé en moi. Je ne sais pas dire d'où vient cette fracture. C'est simplement qu'il y a quelque chose de fracturé et qu'une beauté extérieure ou un événement extérieur rentre par la fracture et m'éblouit. Et ça génère l'écriture. Je ne vais pas à l'écriture, c'est l'écriture qui vient à moi. Je racontais tout à l'heure à un de mes amis qui est ici, là, Thierry, la dernière lettre du livre qui est dans la 15e édition, comment elle m'est venue. J'habite à Maisons-Laffitte et je vais tous les jours pratiquement faire du vélo au bord du fleuve, à travers la forêt, pour ne rien faire en particulier, simplement m'asseoir au bord du fleuve et regarder le fleuve et les bateaux, parce que j'adore regarder la mer qui coule, les bateaux, et c'est tout. Voilà, je me mets dans un état de contemplation. Et la dernière lettre, elle est venue d'une façon tellement inattendue. J'étais devant le fleuve, je regardais le fleuve, et tout d'un coup, j'ai un poème qui m'est venu en alexandrin. Je n'avais jamais écrit d'alexandrin. Et toutes les rimes des vers de l'alexandrin sont identiques. Toutes les rimes se terminent par able. Je n'ai jamais cherché ça. C'est arrivé tout seul. Donc j'ai été ébloui. Et de cet éblouissement, il y a quelque chose qui est arrivé que je ne prévoyais pas, que je ne cherchais pas, qui m'a été donné. Donc toutes les lettres sont un peu dans la même veine. Hein. Elisabeth Barillet, l'écriture commence quand d'un livre? Non, je voulais poser une question parce que ce que vous dites est passionnant. Ça vous est arrivé plusieurs fois, cette espèce de langue de feu, ou c'était juste une seule fois ces poèmes? Est-ce qu'il y a eu plusieurs fois, plusieurs J'espère ne pas manquer de modestie en vous disant que dans les 95 lettres qui sont dans ce livre, toutes me sont venues de cette façon-là. Parce que je ne sais pas écrire autrement. Donc je n'ai pas de mérite. Et Jacques Côté, que tout le monde connaît ici, que j'aime beaucoup, il dit, à notre époque, la muse, ce n'est plus à la mode. Et il dit, mais moi, je considère que je ne peux pas écrire autrement qu'avec une muse à mes côtés. Alors, moi, je ne sais pas si mon livre est inspiré par des muses. Je sais simplement que
Je n'ai pas cherché l'écriture, c'est l'écriture qui est venue à moi dans des moments imprévisibles, inoubliables, des moments d'éblouissement. Voilà, je ne peux pas trouver d'autres meilleurs mots que ça. Beaucoup de chance. Vous êtes chanceux. Ben, je ne sais pas écrire dans la souffrance. C'est pour ça que, quand vous parliez tout à l'heure de la souffrance... Non, la souffrance, la discipline, disons. La discipline, oui. Vous parlez beaucoup de discipline, d'ailleurs, dans l'écriture. Le travail. Vous dites qu'on n'est pas écrivain. Il y a un travail. Ah oui. C'est bien ce que vous Alors, avez moi, je dit. n'ai aucune discipline. Oui. Donc, C'est un peu... Voilà, c'est des pratiques différentes. oui, des pratiques différentes. Oui. Et je ne suis pas écrivain, contrairement à vous. Je suis auteur d'un livre, ce qui est très différent. Hein. Elisabeth Barillet, vous écrivez, le livre naît quand? Ah, le livre peut naître de manière différente, sur une image. Un livre qui s'appelait Heureux parmi les morts est né d'une seule image. Quand j'étais à la morgue pour retrouver ma mère, enfin dans le funérarium, la jeune thanatopractrice qui m'a accueillie, sous sa blouse blanche, avait des bottes de moto. Et l'image m'a frappée. C'est vrai, peut-être écrire, être écrivain, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais pas qui parlait de vision, de voir, c'est vrai, d'avoir une capacité de voir très, très vive. Et donc, ces bottes de moto sous la blouse blanche, voilà, était le départ d'un livre qui n'est pas le meilleur, je pense, qui aurait dû être retravaillé. Mais voilà, donc ça peut naître de cela, ça peut naître... De toute façon, oui, d'un voyage. Il y a plusieurs manières de rentrer dans un livre. En tout cas, c'est toujours sous l'angle de la nécessité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas quelque chose sous l'angle un peu de l'érythème psychique, j'ai envie de dire. Ça vous démange. Mais ça vous démange à partir de plein de sources. Agnès. Très difficile de répondre à cette question, en effet. Si je prends l'exemple de mon dernier livre publié, je ne saurais vraiment pas vous dire quand est-ce qu'il est né, puisque le personnage est né presque 20 ans avant sa sortie. Entre Port Jackson et Le Rêve de l'Arbre Creux, il y a 17 ans, je crois. Pourquoi à ce moment-là? Alors, entre les deux, j'ai écrit un recueil de poèmes sur la culture aborigène, l'histoire des aborigènes. Je pense que Le Rêve de l'Arbre Creux est né aussi de ce travail, de tout ce travail de documentation auquel je me suis livrée pendant des années, de cette réflexion sur cette culture. Donc c'est... Un jour, je me suis dit... Alors je vis avec mes personnages, je ne les oublie jamais. L'aviatrice dont je parlais tout à l'heure, je la considère comme faisant partie de ma famille. Enfin, je pense à elle très souvent. Et Elizabeth Murray, c'est pareil. Je ne l'avais jamais oubliée. Vous dites d'ailleurs que même si je ne suis pas d'accord avec eux, je les aime quand même. Oui, voilà. Donc c'est comme des enfants, en fait. Oui. Oui. Mes personnages sont comme des enfants. À la fin de Port Jackson, elle rêve qu'elle s'évade, mais moi-même, je ne sais pas si elle va le faire, parce que tous les prisonniers rêvent de s'évader. Est-ce qu'ils vont en être capables, avoir le courage, l'opportunité? On ne sait pas. Et c'est seulement, oui, une quinzaine d'années plus tard que je me suis dit, mais oui, non seulement elle va le faire, mais elle va réussir. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que peut-être le livre est né. Valère, l'écriture, elle vient quand? Moi, elle vient tout le temps. Non, elle vient pas tout le temps, je blague. Ce sont les titres. Pour le plus grand malheur de mes éditeurs, je tiens mes titres. J'ai des listes entières, des carnets entiers de livres que je n'écrirai jamais, d'ailleurs, de titres. Alors, le titre, c'est comme une île. J'adore nager, moi, j'adore les îles, Alors, je rejoins après mon titre, et ça devient très compliqué. Très, très compliqué, parce que je suis séduite par les mots, je suis séduite par cette histoire de résonance. Et là où vous parliez de la verticalité, la verticale du voyage, la verticale c'est le vertige. Oui. Alors moi j'ai tendance à avoir le vertige. Hein. Et alors en écriture, j'aime passer dans une autre dimension aussi. C'est ça qui me
qu'il y ait un défi, que je sois surprise même à l'autre bout de ma phrase. Je ne sais pas où je vais, d'ailleurs, rien du tout. Et puis alors, c'est comme une traversée. J'aimerais beaucoup faire des traversées en pleine mer, mais j'ai l'impression que quand on écrit, je vous parlais tout à l'heure de mon personnage qui perd des pieds, mais je perds pied sans arrêt. Je n'arrête pas de perdre. Je nage, je surnage, et il faut aller au bout. Il faut aller au bout, mais en revanche, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui s'impose à vous. C'est pas gratuit, c'est pas tiens, je vais faire un livre, j'ai écouté quelqu'un, je voudrais bien publier un livre pour avoir mon nom sur une couverture. Ben, je lui ai dit, mon coco, c'est bien gentil tout ça, mais on peut avoir son nom n'importe où, sauf sur une couverture de livre. Un livre, c'est une rencontre. D'abord, c'est une nécessité, ça s'impose à vous. Moi, ça s'impose par le titre, par les images, par un dessin, par quelque chose d'assez inexplicable. Puis après, il faut aller au bout, il faut avoir beaucoup de force beaucoup de travail, beaucoup de relecture pour aller au bout de ce livre qui est un voyage et qui est un don que vous offrez au lecteur. Et puis après, l'autre rencontre, c'est avec l'éditeur. Sa deuxième rencontre, très importante. C'est lui qui va vous lire en premier. Puis après, l'autre rencontre, c'est les lecteurs, c'est vous tous. Et c'est fait de rencontres. Mais une rencontre, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose... même les mots que vous véhiculez, vous les décidez vous les choisissez sans les choisir. Je vous parlais des origines tout à l'heure et de nos exils intérieurs, parce que nous sommes faits d'exil intérieur, de rupture, de plein de vies qui nous habitent. Et l'écriture vous surprend. Voilà, pour moi, c'est une éternelle surprise. Alors, mes listes de titres, voilà. Mais là, je me suis donné quand même je vais déjà terminer mes projets d'écriture. Voilà, je veux aller au bout. Parce que quand vous avez trop d'idées, trop de jaillis, c'est très mauvais. Faut être monomaniaque dans la vie. Donc maintenant, je me concentre sur mes projets d'écriture. Et je passe la parole à mon voisin. Pierre, quand est-ce commence l'écriture? J'ai déjà répondu, mais... Non, mais tu as répondu pour Montaigne, pour toi. Alors, pour un poète, pour le poète que je vénère, enfin le genre de poésie que je vénère, le lyrisme, l'écriture commence à partir d'une émotion. C'est-à-dire c'est le poète qui est ému de voir quelque chose. Je citais le dormeur du Val. Rimbaud, 16 ans, voit ce soldat mort. L'émotion qu'il a ressentie, on la devine bien. J'aurais pu être à sa place. Et c'est fini. Le travail du poète, à partir de là, c'est de faire passer cette émotion qu'on a eue pour la faire ressentir au lecteur. Donc ça, c'est pas facile. Moi, je crois beaucoup à ce que disait Georges Moudin, qui a écrit Avez-vous lu Char en 1947, fait découvrir Char, et il disait qu'un bon poète écrit une douzaine de poèmes dignes de ce nom dans sa vie. Et si on regarde les anthologies, ça répond assez bien. J'ai un projet d'article un peu fouillé. Je voudrais montrer, relisant en allant donc à Florence, j'ai lu un peu le père Baudelaire, le bouquin Les Fleurs du Mal. Et j'étais effaré, il y a tous les poèmes qu'on connaît bien, il y a certains poèmes qui sont pas bons, sont mauvais. Et dans Verlaine, c'est encore pire. Il y a d'excellentes choses, et puis il y a des horreurs. Et il faudrait arriver à séparer le bon grain de l'ivraie. Alors comment le faire comprendre au lecteur pour montrer ce qu'est la vraie poésie, enfin la poésie qui apporte vraiment quelque chose, quoi. Voilà, est-ce que j'ai répondu à peu près? Toujours. Merci. Autre chose encore, et je termine avec toi, je passe la parole après à Alain qui a des questions à poser. Juste une question. Vous avez une revue littéraire possible. Quand vous choisissez les personnes qui doivent être dans cette revue, parce que quand même vous êtes vous-même chroniqueur, comme Valère d'ailleurs, mais vous vous sentez comme un éditeur à ce moment-là pour choisir les poèmes ou les passages? Non. Oui, enfin un éditeur, j'essaye de publier ce qui me plaît, oui. Ce qui me plaît est rare, il faut quand même publier, donc j'essaye aussi de faire plaisir à des gens. Hein. On en est tous là, on publie, on n'est pas... enfin, je crois qu'aucun revuiste n'a la prétention de publier que des chefs-d'œuvre, c'est pas possible, quoi. C'est comme pour soi-même. Hein. Donc voilà, donc il y a quand même une idée quand même de la poésie qu'on aime bien, qu'on croit valable par rapport à d'autres. Et ici, moi c'est un peu le pessimisme parce qu'on est en fin de course. Moi, ce qui m'affole, c'est qu'il y a très peu de jeunes qui s'intéressent. On en parlait avec Gérard Mottet à midi. Il y a très peu de jeunes qui viennent lire ce qu'on fait.
qui viennent lire les anciens en quelque sorte, quoi. Et deuxième problème, moi quand j'étais jeune à 20 ans, il y avait une centaine de poètes en France qu'on devinait à peu près, qu'on pouvait loger, situer, lire, rencontrer. Aujourd'hui, il paraîtrait qu'il y en a 50 000, mais en tous les cas, il y en a bien 2000, des gens qui ont 50, 60, 75 ans, dont j'ai jamais entendu parler, et qui cependant ont des livres et des livres. Donc c'est un peu on ne sait pas comment juger, quoi. C'est très difficile sur ce critère-là. Mais une revue, c'est une petite chose qu'on fait passer. Il y avait, je ne sais pas si Marc sait cela, la NRF, la Nouvelle Revue Française, donc de Gallimard, puisqu'on est là, dans les années 30, elle avait 10 000 abonnés. Quand aujourd'hui une revue en a 200, les revues que je connais, ça tourne à 200 abonnés. Vous voyez la différence ? Tu devais devenir influenceur, comme dans le film que j'ai fait. Mais Voilà. Là, c'est pas possible, moi je ne peux pas. Mais tu es génial, je te laisse ce génie intégral. Je vais passer la parole à Alain Warraud, qui est professeur de musique au conservatoire, qui écrit aussi, mais c'est en tant que musique qu'il va parler. Oui, ça va être assez rapide. Je vais vous proposer de franchir vos frontières en compagnie de quelques musiciens. Agnès Clancier, pour commencer. Debussy, la musique de Debussy est un véritable voyage sonore, je dirais, peut-être plus que d'autres compositeurs. Il a écrit, je pense, notamment à ses préludes, Les danseuses de Delphes, et puis aussi à son poème symphonique La Mer, qui pourtant a été composé alors qu'il était en Bourgogne. Le voyage ne commence-t-il pas en fait par l'imaginaire ? Pour vous ? Ah, c'est une question. Ou c'est une question. Beaucoup de mes livres sont des fictions, donc je dirais oui. Et c'est vrai que le voyage stimule l'imagination. J'ai beaucoup d'idées dans le train, par exemple. Regarder défiler un paysage, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant. Vraiment, c'est... donc oui, c'est lié, bien sûr. Le voyage et l'imagination, ce sont deux choses qui sont très liées l'une à l'autre. Oui, j'ai quand même essayé de lire un petit peu vos livres. Pas autant que Jeanne, mais c'est pour ça que j'ai essayé de trouver des questions qui se rapprochent un petit peu de vos écrits. Je vais poursuivre avec Valère Marie. Un homme de talent deviendra mauvais s'il reste toujours au même endroit. C'est Mozart qui l'a écrit. Un lavomatique, qui est pour moi un mot rythmique, peut-il déclencher un vrai départ ? Ah ben bien sûr, c'est une case de départ. Le problème de mon personnage, c'est pas toujours la case d'arrivée. Bien sûr, c'est un peu du Scarlatti. Mon livre, il y a beaucoup de rythme. Moi, j'ai été nourrie à Mozart, j'adore Bach, etc. Mais lui, c'est peut-être du Scarlatti, vous voyez. Ou alors, en tous les cas, c'est l'art de la fugue, la variation sur parole. Donc, il y a beaucoup de rythme. Le rythme, c'est très important d'écriture, très, très important. Le cœur battant de la phrase, c'est quelque chose... vous ressentez tous. Alors moi j'ai une légère arythmie, on m'a dit. Bon, voilà. Alors ça, c'est un peu bizarre. Ça n'existe pas. C'est une histoire bizarre, voyez. Alors j'ai de l'humour. Alors ça c'est maladif chez moi. Bon alors ça fait pas très. Mais alors il y a c'est un mélange. Mais là je suis dans j'aime bien l'art de la variation. Voilà. Et je suis fascinée d'ailleurs. Et tous les matins j'écoute de la musique. Parce que j'ai besoin de me mettre sur la tonalité. Pour ça que je vous parlais des premiers mots de Nathalie Sarraute. Elle était un grand écrivain, mais il y a beaucoup de grands écrivains. Mais c'est vrai qu'on sent le là, on a besoin de poser le là. Et la première phrase est très importante, ainsi que la dernière phrase. Mais tout est important. Et l'essentiel, c'est qu'il y a un bonheur. On parlait des titres tout à l'heure, vous avez à la fois des titres musicaux et des titres visuels. Et un titre réussi, il faut qu'à la fois qu'il soit musical et visuel parfois. Et un livre aussi, c'est un peu la même chose. Vous avez des écrivains visuels et d'autres musiques qui ont le sens de la musique. Mais je ne sais pas. Bon, voilà. Merci. Elisabeth Barillet. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak est imprégnée des musiques d'Amérique. Et pourtant, elle est profondément tchèque. Est-ce que le voyage ne finit pas par faire revenir davantage encore au soi profond ?
Nous sommes essorés de questions justement abyssales. Au soi profond, je ne sais pas ce que c'est le soi profond. Franchement, je ne sais pas. C'est peut-être le soi celui auquel je n'ai pas accès quand je dors. Il est certain que peut-être en écrivant, on essaie d'atteindre ce territoire. C'est peut-être ce qui fait que on écrit, on passe d'un livre à l'autre. C'est peut-être pour atteindre ce soi. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas encore... En tout cas, il est difficile de renoncer à soi, malgré tous les voyages que l'on peut faire. Renoncer à soi, ça serait vraiment une libération aussi. Hein. Renoncer à soi, renoncer à l'écriture, c'est pesant parfois. Pierre Perrin. On peut considérer, en tout cas, moi je le considère comme tel, Beethoven comme un musicien sédentaire et dont la surdité l'a un peu plus isolé davantage du monde. Enfin, c'est lui qui s'est isolé volontairement. Et pourtant, sa 9e symphonie l'en a rapproché. Pour vous, le voyage sédentaire permet-il justement de se rapprocher de l'autre ? Et vous a-t-il permis de vous rapprocher de l'autre ? Se rapprocher de l'autre, oui. Qu'est-ce qu'on entend par l'autre, le lecteur ? L'autre, l'être humain, autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans sa solitude. Oui, mais la solitude est une très bonne chose pour un écrivain. Très bonne chose. Alors je vais tourner autrement. Sais-tu que le père Hugo détestait la musique ? Ça le regarde. Et alors c'est dit par Jules Renard dans son journal. Et Jules Renard ne l'aimait pas non plus. Il y a des écrivains qui n'aiment pas la musique. C'est une chose comme ça. Moi, et vice-versa. Oui. Tout au contraire, moi, tu sais que j'ai été élevé, et donc j'ai fait mes études au petit séminaire à Besançon. J'étais relativement doué, et j'ai tenu l'orgue de la cathédrale, je remplaçais l'organiste officiel quand il n'était pas là. Dès la 4e, tu vois, un peu. Donc j'ai joué tout bac, etc. Mais c'est comme les langues. On s'arrête un beau jour. Alors en 68, il y a un curé qui a fermé l'orgue d'Ornans. J'étais fini mes études. L'orgue d'Ornans du village à 5 km de chez moi. On était 3 organistes comme ça. Et bon, il a fermé. On a enjambé une fois pour faire les sauts, pour monter à l'orgue. Et puis après, on a laissé courir. J'ai donc abandonné totalement la musique. Je me suis arrêté 3 fois 5 ans de suite. 3 fois 5 ans d'écrire. Je crois qu'on peut se commander à soi-même relativement. Mais pour parler de musique, Beethoven, oui, j'en ai beaucoup écouté, je n'en entends plus. Pour une raison simple, c'est que je m'aime dans ma librairie comme Montaigne, dans mon bureau au-dessus, et quand j'étais prof, je mettais un disque pour corriger mes copies. Et évidemment, au bout de 3 minutes, j'étais dans mes copies, le disque s'arrêtait au bout d'une demi-heure en général, et je n'avais pas entendu, j'avais entendu 3 notes, quoi. Donc voilà pourquoi, je t'explique mon éloignement relatif, et mon incapacité de répondre à ta question. Décidément. Je ne pensais pas... Alors Marc, attention. Hein. La dernière, elle est pour vous. Quand vous ouvrez une partition, enfin, pas vous, hein, mais quand un musicien ouvre une partition, il ouvre un inconnu, en fait. Et il va s'ouvrir aussi lui-même au travers de cette partition. Et donc, l'interprétation est-elle un sextant pour se frayer passage dans votre propre nuit ? L'interprétation, puisque vous écoutez en tant que psychothérapeute. Alors moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un émotionnel, et je fonctionne par l'émotion. La musique génère chez moi des émotions très fortes, de même que les rencontres humaines, de même que la beauté, de même que les paysages. Donc tout ce qui est du registre du voyage géographique ou de l'écriture part toujours de l'émotion. Toujours. Je n'analyse pas, et quand j'analyse, c'est généralement pas très intéressant. Mais c'est l'émotion qui est génératrice de quelque chose qui me dépasse. Et parfois je rêve, c'est un rêve pieux évidemment, mais je rêve d'être comme les sculpteurs des cathédrales, d'écrire un livre qui n'aurait pas de nom d'auteur sur la couverture. J'y suis pas, hein. Mais c'est quelque chose auquel je crois. Tous les auteurs, tous les écrivains aspirent à proposer une œuvre. D'ailleurs, ça a été le cas de Spinoza. Hein. Spinoza, il n'a jamais mis son nom pour des raisons différentes, parce qu'il courait des risques de se faire un petit peu trucider.
Emily Dickinson n'a jamais publié de son vivant. Et d'ailleurs, à propos d'Emily Dickinson, j'aimerais dire quelque chose par rapport à l'écriture. Parce que je crois que écrire, c'est tenter d'entrer en silence dans ce célèbre poème d'Emily Dickinson que j'essaie de vous dire de mémoire. Je suis personne. Qui êtes-vous? Êtes-vous personne aussi? Alors, nous faisons la paire. Ne le dites à personne. Ça risquerait de se faire savoir. Quel ennui d'être quelqu'un, de coasser son nom tout au long de juin, devant un marécage béat. Je crois que un écrivain rêve secrètement de pouvoir proposer quelque chose et de disparaître derrière ce qu'il propose. Peu y arrivent, moi surtout pas, mais je pense que c'est une direction vers laquelle on essaye de tendre parce que on a envie, en écrivant, de se libérer de son écriture, donc de ne plus exister à travers l'écriture, d'exister autrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est une réponse très belle. Merci beaucoup. Je sais que ça semblait un peu compliqué peut-être parce que vous êtes un peu nombreux, mais c'est un plaisir, je crois, pour nous, pour les autres. Et puis après tout, on n'est pas censé tout savoir de vos livres en 2 heures ou en 1 heure. Peut-être qu'en les lisant, nous apprenons beaucoup plus. Par contre, moi, avant de vous livrer au public, j'ai une question. Avec qui accepteriez-vous, d'après ce que vous avez entendu, de voyager? Et quelles seraient les consignes pour vous accompagner? Elisabeth Barrier. Mais moi, je voyage seule. Donc, donc ça y est, c'est Marc. Vous le prenez tous en équipage. Avec qui j'aimerais voyager? Oui, quelle serait? Ici présente, ce que vous avez entendu là. Oh, probablement avec... Elisabeth? Non. Agnès. Agnès. Merci. Et quelles sont les consignes du voyage? Soyons joyeux. C'est bien, Agnès. Vous pouvez faire la Java. Voilà. Et vous, Agnès? Alors bon, bien entendu, je pars volontiers. Mais sinon moi aussi, je voyage seule plutôt. Mon goût me porte plutôt vers la solitude. Mais j'accepte toutes les opportunités néanmoins. Valeur. Eh ben avec vous, Jeanne. Puisque vous nous piégez. Quelles sont les consignes? Que je vous reprends la bouche. Rien, non. Nous continuons la conversation. Voilà. Merci. J'ai trouvé quelqu'un qui m'emmène. Pierre. Moi aussi. Hein. Ben, écoute, voilà, on va un voyage à Simplement, trois, il faut que j'ai l'accord de mon épouse. Mais on la prend avec nous. Oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et maintenant, c'est au public de poser les questions. Le voyage, pour moi, c'est la rencontre avec l'autre. Et c'est la métamorphose, la transformation que provoque cette rencontre. Mais quand je dis la rencontre avec l'autre, c'est aussi la rencontre avec l'autre en soi. C'est-à-dire comment on est transformé. Et j'aimerais vous lire un petit texte d'un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Serres et qui dit ceci. Aucun apprentissage n'évite le voyage. Sous la conduite d'un guide, l'éducation pousse à l'extérieur. Pars, sors du ventre de ta mère, du berceau, de l'ombre portée par la maison du père et des paysages juvéniles. Le voyage des enfants, voilà le sens nu du mot pédagogie. Apprendre lance l'errance. Partir, sortir, se laisser un jour séduire, devenir plusieurs, braver l'extérieur, bifurquer ailleurs. Voilà les 3 premières étrangetés, les 3 variétés d'altérité, les 3 premières leçons, les 3 premières façons de s'exposer, car il n'y a pas d'apprentissage sans exposition souvent dangereuse à l'autre. Une des choses qui m'avait beaucoup frappé chez les aborigènes, c'était la notion de walkabout.
Parce que vous me faites vraiment penser dans la façon dont vous structurez votre vie ou au contraire désordonnez votre vie, beaucoup à cette notion de walkabout. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être pourriez-vous la définir pour nous? Oui, c'est très vrai ce que vous dites. C'est difficile à définir le walkabout. C'est le fait de partir, justement, enfin, c'est un voyage dont on ne sait pas jusqu'où on va et quand est-ce qu'on revient et si on revient. Donc c'est un vrai voyage en fait, et c'est un voyage en marchant. C'est vrai que c'est la meilleure façon de voyager, en marchant, parce qu'en plus, quand vous marchez pendant des jours entiers, plusieurs jours, au bout de quelques jours, vous avez une ivresse qui vous saisit, vous êtes envoûté par le rythme de la marche. Donc oui, c'est le summum du voyage, effectivement, le walkabout. Alors je ne sais pas si ma vie ressemble à ça. Désordonnée, oui, ça je suis d'accord. Totalement. Non, c'est parce que c'est la notion d'impulsivité. Oui. Une impulsivité assez magique, quelque chose qui entraîne, c'est l'initiation. C'est un jeune tout à coup va être appelé par quelque chose qui est dans sa correspondance intérieure, ou va partir avec un maître. Et ça va être une impulsivité magique. Et on sait il sait quand il part, mais il ne sait jamais quand il va revenir. Voilà, juste. Moi, ce serait juste une sorte de ligne de synthèse qui m'est apparue là. C'est que c'est comme si on célébrait le voyage dans la librairie. Et j'ai eu l'impression, quelles que soient les modalités de voyage de chacune, que je découvrais des modalités d'écriture qui à chaque fois étaient un voyage, et qu'en même temps, il y avait vraiment des livres qui apparaissaient devant moi. Je pense au titre de Valère Marie, par exemple, Spleen de l'avomatique. Bon, déjà, moi, l'avomatique, ça m'a fait penser à Bobby Lapointe, ça m'a surpris de le voir associé à... Ils font rire les gosses métiques et tout ça. Je me suis dit, c'est associé au spleen, et c'est étrange. Il y a comme ça, alors, le titre, et puis il y a le travail en solitaire, et puis il y a cette espèce de surgissement, d'éblouissement dont parle Marc. Enfin, j'ai eu la sensation que je pouvais aborder tout le travail de ces écrivains-là, et en même temps d'être environnée, alors de leurs livres que je n'ai pas lus, mais être environnée de tous les ancêtres de la littérature qui sont convoqués, par exemple, bon, je reprends l'idée du titre, mais et puis dans les réponses aux questions, quelle est la position d'un tel par rapport à la musique, donc c'était une sorte de célébration de la librairie Gallimard ça m'a paru vraiment, moi qui ai eu une passion pour l'enseignement, j'aurais bien aimé certains de mes étudiants dans la salle pour qu'ils se réjouissent de voir toutes ces approches. Vraiment, c'était pas une question, c'est vraiment un plaisir à partager ça. C'était vraiment génial. Merci à tous. Je voulais simplement vous dire que ce voyage, moi, j'aurais pas pu le faire sans vous. Et sans vous, vous auriez tous pu le faire sans moi. Je voudrais remercier infiniment Anne Ghisoli et son équipe de la librairie, les auteurs, le public ici présent, Christophe, avec qui nous travaillons depuis, je sais pas, 1993, Alain, tout le monde, merci, merci, merci. Et voilà, c'était un voyage autant qu'on a pu. Et en nous le voyage. Et maintenant, dédicace. Voilà, merci beaucoup.